Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo de notre cours en distanciel avec cette fois-ci un premier chapitre d'histoire que nous voyons donc en vidéo. Ici c'est la mise en œuvre du projet républicain 1870-1914 et donc nous ne reprenons pas depuis le début mais à partir du grand C puisque nous avons déjà vu ensemble dans ce grand 1 des débuts difficiles le contexte de 1870, celui de la menace monarchiste et bien sûr de la guerre qui continue face à l'Allemagne, et ensuite la Commune de Paris. Donc nous arrivons donc dans un grand C, la République qui va donc finir par s'imposer au bout de 10 années, et on va le voir comment. Donc pour reprendre, hein, on s'est donc arrêté la dernière fois ensemble en classe sur la Commune de Paris. Donc cette Commune de Paris, je vous le rappelle, hein, donc elle est née de cette volonté des Parisiens de résister à l'envahisseur allemand et de la frustration de la paix qui va être signée par le gouvernement provisoire de la France. Se sentant complètement trahis et surtout craignant que ce gouvernement instaure une restauration monarchique, les Parisiens élisent au suffrage universel, c'est important, une commune dont le message principal est le maintien de la République en France, mais aussi qui va progressivement basculer dans des mesures de plus en plus sociales, de plus en plus communistes aujourd'hui, hein, on dirait, d'accord, socialiste, et donc voilà, et il va y avoir donc cette opposition, il va donc y avoir cette opposition entre les Versaillais d'un côté, le gouvernement et les députés qui sont partis s'installer là-bas, et la Commune de Paris qui n'entend absolument pas rendre les armes tant que ce gouvernement est en place et menace de mettre en place un roi. Donc cela aboutit à partir du 21 mai 1871 à une répression terrible, ce qu'on va appeler la semaine sanglante, et qui va s'achever donc après de lourds combats par la victoire des Versaillais avec la fin des affrontements. Ici, donc ce que vous avez en représentation, le mur des fédérés où plusieurs milliers de communards, de fédérés, donc vont être exécutés tout simplement. Donc, cette fin de la Commune, c'est quand même un succès retentissant pour les Versaillais, bien sûr, et donc derrière pour les monarchistes. Il ne fait quasiment plus aucun doute ici, à l'été 1871, que la France va redevenir une monarchie, puisque la République ici n'était vue que comme une mesure, un gouvernement, enfin un régime, pardon, transitoire, qui devait permettre le rétablissement tout simplement d'une monarchie. Donc on y est, hein, donc les communards sont écrasés, les orléanistes au pouvoir grâce à Adolphe Thiers ont les mains libres. Reste à savoir donc les modalités. On va encore plus basculer dans un retour inéluctable vers la monarchie, avec l'arrivée au pouvoir comme président de la République en 1873 du maréchal de MacMahon. Alors pourquoi ici ça semble encore plus inéluctable? Parce que déjà c'est un message fort envoyé à la France et aux républicains. Le maréchal de MacMahon, c'est celui qui a écrasé la Commune, c'est lui qui dirigeait les armées chargées de réprimer les fédérés. Donc ensuite, ce maréchal donc de MacMahon, en plus est un légitimiste, donc c'est-à-dire qu'il est en faveur du comte de Chambord, en faveur donc des Bourbons, et surtout, quand il arrive au pouvoir, il proclame le retour à l'ordre moral. Qu'est-ce que c'est que cet ordre moral? C'est-à-dire un État, la France, où les deux piliers seront la religion et l'armée. Autant dire, dans d'autres termes qu'on n'utilise plus à cette époque-là par crainte de choquer, mais on va s'appuyer sur le clergé et la noblesse. Bref, si on résume, donc 28 mai 1871, hein, fin de la Commune, succès des conservateurs. Le retour de la monarchie, donc comme je vous l'ai dit, semble inévitable, encore plus fort avec l'arrivée le 24 mai 1873 de MacMahon, celui qui a écrasé la Commune, légitimiste affirmé, et ce retour à l'ordre moral basé donc sur la religion et l'armée. Bref, tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse prendre tout ça en note s'il y a besoin, n'hésitez pas à compléter. Et pour finir là-dessus, pour ce symbole de cet ordre moral, c'est ce que vous avez sous les yeux ici, l'édification du Sacré-Cœur à Paris. Aujourd'hui, hein, vous connaissez tous, je pense, c'est un des monuments les plus visités de France, un des symboles de Paris. Mais s'il a été érigé sur la butte Montmartre, c'est tout sauf un hasard, d'accord? L'idée, c'est que c'est ici que la commune a démarré, hein, quand on a refusé, quand les Parisiens ont refusé de rendre les armes face aux troupes des Versaillais.
Et donc c'est ici aussi qu'ont eu lieu parmi les combats les plus importants. C'est un des quartiers les plus explosifs de Paris. Et donc en fait, ben, quand on décide de faire construire cette basilique du Sacré-Cœur, c'est tout simplement pour expier les péchés des Parisiens. Voilà, c'est un geste fort religieux. L'objectif, c'est d'expier les péchés de la commune et de manière plus générale d'expier toutes les révolutions depuis 1789. Donc là, voilà, donc maintenant vous saurez quand vous baladez dans Paris, si vous voyez, si vous visitez le Sacré-Cœur, bah, vous visitez un monument qui était érigé pour en fait faire pardonner les Parisiens de leurs abus de la commune en quelque sorte. Euh, donc, on y est. Là, enfin, à ce moment-là, la monarchie donc semble inéluctable, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, et pourtant, la monarchie ne reviendra jamais. On va retrouver quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, bien tout simplement, c'est l'incapacité des monarchistes à se mettre d'accord sur le choix du futur roi et surtout des modalités de la monarchie. Donc ici, cette petite caricature, elle reprend un peu celle qu'on a déjà vue en classe, avec à gauche le petit-fils de Louis-Philippe, d'accord? Un peu jeune et à qui on aimerait bien préparer le retour, mais c'est un orléaniste. Et de l'autre côté, le comte de Chambord, d'accord, descendant des Bourbons, et voilà, un des deux prétendants finalement à la couronne de France. Donc ici, ce qui est assez étonnant, d'accord, c'est que finalement tout semble se mettre en place. C'est-à-dire que même du côté des orléanistes, on accepte que ce sera le comte de Chambord qui deviendra roi de France. Et en attendant, parce qu'en fait le comte de Chambord n'a pas d'héritier, et donc tout simplement, bah, à sa mort, eh bien ce sera le comte de Paris, donc l'orléaniste, le petit que vous avez sur la caricature à gauche là, donc, qui prendra sa succession et tout semble réglé, d'accord? Là, il n'y a plus de problème. On fait d'abord passer donc les légitimistes, mais comme il n'y aura pas de descendants directs, on va être obligé de revenir à la branche des orléanistes. Tout est réglé, tout est parfait. Sauf que le comte de Chambord, une nouvelle fois, vieillissant et fort de ses principes, hein, refuse une nouvelle fois le drapeau bleu, blanc, rouge et va tout faire capoter. Ici donc Adolphe Thiers, hein, d'ailleurs dira même, je vous laisse noter cette citation, on peut appeler le comte de Chambord le Washington français car il a fondé la République. Et en effet, donc ici, bah, ce qui va se passer, c'est que Adolphe Thiers, leader des Orléanistes à l'Assemblée nationale, lassé de tous ces atermoiements, hein, eh bien, va finalement changer de camp. Et alors, va changer de camp, c'est-à-dire qu'il va arrêter de vouloir s'appuyer sur les légitimistes. Donc ici, alors excusez-moi le dessin est un peu grossier, mais c'est juste histoire que vous compreniez. Donc les orléanistes, c'est ceux que je vous ai entourés ici. Eh bien, ils vont, au lieu de se rallier avec les légitimistes que vous avez à droite, et donc d'avoir une majorité, va plutôt aller chercher, vont plutôt vouloir aller gouverner, hein, chercher à gouverner, se dire, bon bah tant pis, la République est là, on va faire avec, et tant qu'elle, vu qu'elle est là, eh bien, on va essayer de qu'elle soit finalement à notre façon, c'est-à-dire très conservatrice, hein, voilà. Eh bien, ils vont plutôt donc aller s'allier avec ceux que je vous entoure ici, c'est-à-dire les républicains modérés. Et donc voilà, d'un seul coup, là, on se retrouve avec une république bah, qui est finalement sauvée, puisque les républicains vont être amenés à partager le pouvoir, alors certes avec des monarchistes, mais les monarchistes orléanistes ne veulent plus remettre en cause finalement euh, la République. Donc ça va vraiment être un tournant. Et donc ici, donc Adolphe Thiers, hein, ce que je vous ai dit, donc va aller s'associer finalement donc avec les républicains modérés. Ces républicains modérés, je vous en donne deux noms ici qui sont très connus et donc à connaître. Léon Gambetta, celui qui avait assuré, qui avait tenté de défendre la France pendant l'invasion allemande et sans succès, et Jules Ferry, dont on reparlera plus tard, pour son rôle lié à l'école, mais aussi pour son rôle lié aux colonies. Donc, on va résumer tout ça. Normalement, ce qui devait se passer, hein, pour vraiment vous montrer le côté inéluctable, c'est que une loi avait été votée aussi, la loi dite du septennat. C'est-à-dire que MacMahon, devenu président de la République, est élu président de la République pour 7 ans. L'objectif de cette loi-là, votée donc par l'Assemblée nationale, était tout simplement de préparer, se laisser 7 ans pour préparer la Restauration. En gros, c'était préparer, attendre tranquillement la mort du comte de Chambord. Et une fois que la comte de Chambord est mort, et bien hop, on va mettre au pouvoir le comte de Paris, donc de la famille des Orléans. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça, d'accord? Le comte de Chambord, donc
va refuser de céder sur le drapeau blanc et ça va créer, même s'il y avait cette loi sur le septennat, il va y avoir une lassitude. Surtout, ce qu'il faut prendre en compte, ce dont je vous ai pas encore parlé ici, c'est que dans les campagnes, donc la répression de la campagne, de la commune, pardon, a contribué à rendre la République populaire. Et oui, dans les campagnes, normalement, on était plutôt attaché, plutôt conservateur, etc. Mais c'est bien la République, d'accord, qui a écrasé la commune. Et dans les campagnes, cette répression assez violente de la commune, même si, attention, d'autres communes ont pu exister dans certaines autres villes, dans la majorité des campagnes, on en avait marre de ces Parisiens qui dictent la loi, qui créent des révolutions en gros tous les 20 ans, etc. Et donc il y avait là, on s'est dit, bah tiens, bah la République là, elle est capable de prendre des décisions fortes, elle a empêché une nouvelle révolution, etc. Elle a l'air plutôt conservatrice, l'ordre moral, tout ça, ça parle. Bref, la République est en train de s'enraciner dans les campagnes pendant cette période. Et ça, c'est un vrai changement qui va être fondamental et qui va notamment justifier la décision des orléanistes menés par Adolphe Thiers de se rapprocher des républicains modérés. Cela aboutit donc finalement, ce qui va vraiment totalement enraciner la République, malgré le fait que MacMahon soit toujours au pouvoir, que MacMahon soit toujours décidé à mettre en place une restauration. Eh bien, à l'Assemblée nationale, les choses sont en train de changer, et notamment en 1875, les orléanistes et les républicains votent ensemble les lois constitutionnelles de 1875 qui vont donc ancrer la République en France, puisque ça y est, la République adopte ses contours définitifs que je vous propose d'observer ici. Donc c'est ici que je vais passer le plus de temps dans cette sous-partie. Et donc vous avez ici les institutions de la Troisième République qui vont peu changer jusqu'en 1945. D'accord? Donc 1940 selon la date à laquelle on décide que la Troisième République s'arrête. Alors ici, ce qu'on va retenir, d'accord, c'est déjà la mise en place du suffrage universel masculin. Celui-là, il est conservé. Et l'objectif ici, c'est de donc faire plaisir aux républicains modérés. Donc voilà, c'est parce que c'est ce que vous allez voir, hein, on va être sur un compromis entre les deux, entre ces républicains modérés et les orléanistes de l'autre. Eh bien, cette constitution-là, ce fonctionnement des institutions va en être le reflet de ce compromis. Donc, je reprends ce suffrage universel, alors bien sûr masculin, hein, c'est triste à dire, mais on est encore là. Justement, dans la commune de Paris, il y avait eu de vraies avancées pour le droit de vote des femmes, etc. Tout ça est balayé, bien sûr, tout ce qui vient de la commune est oublié pour quelques années. Alors, par contre, donc ces citoyens, d'accord, qui vont participer aux élections pour élire deux chambres. On parle donc de système bicaméral parfois, c'est-à-dire donc la Chambre des députés, hein, qui va être le cœur du pouvoir, hein, clairement, et le Sénat. Donc ici, ce qui va être important dans cette Chambre des députés, c'est qu'on va être sur un régime qui va être parlementaire, c'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale, et notamment la Chambre des députés, qui a le plus gros du pouvoir, hein, puisqu'il propose, discute et vote les lois. Et surtout, d'accord, vous avez vu en dessus, vous voyez peut-être la petite flèche qui va vers le gouvernement. L'Assemblée nationale investit et peut renverser le gouvernement, ce qui veut dire que le gouvernement va être responsable devant l'Assemblée nationale. C'est ça qui fait qu'on parle de régime parlementaire, c'est-à-dire donc un régime où les députés, les représentants de la nation ont plus d'importance que l'exécutif. Donc voilà, c'est ça. Donc là, tout ça, c'est une concession forte faite aux républicains modérés. Ils ne voulaient pas transiger dessus. Par contre, il a fallu faire des concessions au niveau de l'exécutif. Et ça, donc, ça va être pour faire plaisir aux orléanistes, et notamment au niveau du président de la République. Alors déjà, le président de la République est élu pour 7 ans. Mais alors, il est élu non pas au suffrage universel, on ne reproduit pas les mêmes erreurs qu'en 1848, d'accord? Puis il est élu par l'Assemblée nationale, donc suffrage indirect. Surtout, donc ça c'est, voilà, on a ce problème-là. Alors là, du coup, mais surtout, ce président de la République, il va avoir des pouvoirs assez forts. Bon, déjà, il nomme son gouvernement, ça, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Mais surtout, et ce n'est pas indiqué là, c'est lui qui va promulguer les lois et contrôler leur application. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Il va aussi diriger l'armée, bien sûr, mais surtout, je vais insister là-dessus, dans les flèches, vous avez quelque chose là de déterminant et il y a deux, pardon, donc une des deux choses déterminantes qui montre vraiment son pouvoir, et ça c'était dans l'objectif, voilà, d'une sorte de président de la République un peu monarque en quelque sorte, le droit de dissolution sur l'Assemblée nationale.
D'accord? Donc là, s'il n'est pas d'accord avec l'Assemblée nationale, le président de la République peut dissoudre cette assemblée et convoquer donc de nouvelles élections. Et puis surtout, le président de la République est irresponsable devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le gouvernement l'est, mais pas le président de la République. On ne peut pas, d'accord, renverser un président de la République. Il sera là pour 7 ans, sauf pour faute grave, pour trahison, etc. Mais dans des cadres bien précis, sinon il est donc inattaquable, on ne peut pas toucher au président de la République, ça le met dans une position vraiment assez forte. La Troisième République, certes, c'est un régime parlementaire, mais où le président de la République conserve un pouvoir très fort avec de larges prérogatives. On est donc sur ce compromis qu'on va résumer ici. La constitution donc, de la Troisième République, c'est le reflet d'un compromis entre républicains et orléanistes, hein, donc qui ont un peu décidé de gouverner sans les légitimistes, puisque le comte de Chambord s'est enfermé dans ses voilà, dans ces principes royalistes trop poussés, complètement hors du contexte, les orléanistes, beaucoup plus pragmatiques, disent bon bah ok, on va gouverner avec les républicains et on va pouvoir influencer sur les institutions. C'est exactement le cas. Donc ici, ce compromis côté républicain, c'est un régime parlementaire, donc voilà, et surtout dans ce que je vous ai souligné, l'Assemblée et le Sénat votent les lois, euh, des élections au suffrage universel, masculin, et un gouvernement responsable devant la Chambre. Bref, le Parlement a le pouvoir entre ses mains. Mais, donc, côté orléaniste, cette fois-ci, donc là, eux, c'est du côté du président de la République, des pouvoirs très étendus. Excusez-moi, il y a une erreur, il y a une petite faute d'orthographe, non, très étendus, il n'y a pas eux. Donc, pourquoi il peut proposer des lois, d'accord, comme les membres des deux chambres, ça j'en ai pas parlé. Il va promulguer les lois, d'accord, donc chargé de les faire appliquer. Il dispose de la force armée et surtout donc peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et ce que j'ai oublié de rajouter, vous pouvez le rajouter, c'est donc il n'est pas responsable devant les chambres, donc ce qui le protège de toute instabilité. Alors, donc ici, vous voyez, en 1875, donc finalement, eh bien, c'est la République est enracinée. Alors certes, on a toujours MacMahon président, mais cette fois-ci, la Troisième République a des institutions qui sont faites. Ces institutions ne sont peut-être pas aussi assez, enfin finalement, ne sont peut-être pas assez démocratiques avec ce rôle du président de la République élu au suffrage universel indirect, etc., puisque, enfin, au suffrage indirect. Mais il n'empêche que les institutions sont là, le suffrage universel masculin est là, c'est un régime parlementaire, bref, la République est installée. Et ça va être confirmé ici, ça va être très important, par les élections de 1876, où comme vous pouvez voir les résultats, les républicains modérés, républicains radicaux, donc obtiennent la majorité des voix à l'Assemblée nationale. De leur côté, les orléanistes légitimistes sont en minorité. Et là, bah, c'est une douche froide pour le président MacMahon, qui va donc devoir nommer un gouvernement de républicains. Hors de question pour lui, d'accord, puisque lui, il rêve toujours du retour de la monarchie. Et donc, que fait le président MacMahon, d'accord? Eh bien, il décide, par son droit, il va utiliser ce pouvoir très très fort, de dissoudre l'Assemblée nationale. On est vraiment sur la dernière crise, ce que je vais vous mettre tout à l'heure, le dernier soubresaut des monarchistes. Moi, ici, donc, il dissout l'Assemblée, il veut bloquer complètement le système, hein, jusqu'à entendre raison, jusqu'à finalement ce que des monarchistes restent majoritaires à l'Assemblée nationale et qu'on puisse enfin mettre un roi, d'accord? Eh bien non, car vous voyez ici, 1877, un an après, donc on reconvoque des élections, c'est logique, nationale a été dissoute, et vous voyez ici, alors on note une percée assez grande des bonapartistes, hein, qui reviennent, mais c'est surtout la gauche républicaine qui cette fois-ci a excusez-moi, la majorité absolue. Elle n'a même plus besoin des orléanistes ou de la droite d'hiver, hein, finalement, les divers droites, hein, on est encore sur des monarchistes ici, mais ralliés à la République. Mais même sans eux, les républicains peuvent gouverner tout seuls. La République, ça y est installée en France définitivement en 1877. Euh, Ici, du coup, en 1879, les républicains remportent aussi les élections au Sénat. Et donc du coup, là, bah, toutes les institutions sont républicaines, sauf le président de la République. Acculé, MacMahon doit démissionner et il est remplacé par Jules Grévy, un républicain. Donc la Chambre des députés est républicaine, le Sénat est républicain, le président de la République, ici Jules Grévy, est républicain. La République est ancrée en France, est
enraciné. Donc, je vais m'arrêter là. On va être bien au niveau du délai. On résume comme ça. Donc, les résultats donc des élections législatives de 1876 témoignent de l'enracinement de la République dans l'opinion. Et ce que je vous ai dit notamment dans les campagnes, hein, puisqu'on ne peut pas gouverner qu'avec les villes. Si les républicains sont majoritaires, c'est bien que dans les campagnes, la République gagne des voix. Euh, Dernier soubresaut donc de la monarchie et de ce refus de la République par MacMahon avec la dissolution de l'Assemblée nationale issue des élections de 1876. Mais en 1877, MacMahon est désavoué puisque les républicains, le succès républicain est encore plus fort qu'en 1876. MacMahon, acculé, donc démissionnera en 1879 et sera remplacé par Jules Grévy, ce que je vous mets, premier président de la République républicaine. Ou premier président républicain de la République. Enfin bref, vous comprenez l'idée. Ça y est, la République est installée. Donc on va maintenant pouvoir voir que les républicains ont les mains libres et vont pouvoir enfin entreprendre des mesures dans le but d'enraciner définitivement la République. La conquête du pouvoir finalement aura donc duré 10 ans, aura été très difficile, marquée par des événements comme la Commune notamment, hein. Donc ici, la République aura finalement toujours essayé de naviguer entre son aile gauche, celle des socialistes, d'accord, celle de la Commune, qui rappelle trop de beaucoup de, pour beaucoup c'est des mauvais souvenirs hein, finalement dans l'imaginaire, etc. C'est de la terreur, ça va être la Commune, etc. Donc beaucoup de Français ne veulent pas de ça. Et d'un côté, les monarchistes, encore très présents, etc. La République a réussi finalement à se faufiler entre les deux pour s'installer, et ça aura mis 10 ans. Et à partir de là, donc à partir de 1880, la République va pouvoir entreprendre toute une série de grandes lois que je vais vous faire étudier, donc voilà, que ce soit vous allez voir sur plein de domaines, d'accord, et notamment la séparation de l'Église de l'État, et puis surtout, par exemple, les lois sur l'école. L'objectif de tout ça, donc, va être d'implanter définitivement et de marquer, en fait, la République va vouloir marquer son territoire, et ce sera couronné de succès, puisque la République, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ne sera presque plus remise en cause jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord ou via École Direct. Donc prenez tout ça en note. N'hésitez pas si vous voulez donc à poser aussi vos questions. On reverra tout ça bien sûr en classe. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et bon courage pour cette semaine de distanciel.